Bonjour à toutes et à tous, je me trouve à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme à Aix-en-Provence pour réaliser une vidéo sur le thème de la génétique et du racisme. Cette vidéo est à l'initiative d'Ecosciences Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur sur une idée originale de PlayAzur et elle permettra d'approfondir une vidéo plus courte que vous pouvez d'ores et déjà retrouver sur ma chaîne YouTube Homo Fabulus. Le lien se trouvera en description. Et alors pour parler de ces sujets, je suis accompagné de Bernard Binetruy et Delphine Peretti-Courtis. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et alors la première question que je vais peut-être vous demander, c'est simplement de vous présenter. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quel est votre parcours rapidement? Et comment vous en êtes venu à vous intéresser à ces sujets de la génétique et du racisme? Alors, je suis Delphine Peretti-Courtis, je suis enseignante à l'Université d'Aix-Marseille, professeure agrégée en histoire contemporaine, et j'ai fait ma thèse sur la construction des stéréotypes raciaux sur les corps noirs au 19e et 20e siècle, donc les liens entre science, race et médecine, donc à l'époque coloniale. Voilà pourquoi j'ai commencé à m'intéresser depuis ma thèse, depuis 2010, à ces thèmes de recherche. D'accord. Donc moi je suis directeur de recherche à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. J'ai fait une carrière classique de chercheur dans les laboratoires. Mais là, pour ma fin de carrière, j'ai choisi de travailler à la délégation régionale de Marseille de l'INSERM en tant que chargé de communication scientifique. Donc sous cet aspect-là, on a travaillé des sujets grand public en montant des expositions, celle sur le racisme et la génétique en est une, mais on a fait aussi une exposition sur la vaccination. Donc c'est les grands sujets de la société qu'on aborde à cette occasion. Et donc pour entrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut définir le racisme? Est-ce que c'est un terme qui accepte une définition ou est-ce qu'on peut tout du moins dégager des grandes caractéristiques? Alors le racisme, la définition du racisme est plurielle bien sûr, il va être difficile d'en donner en un temps restreint une définition très précise, fixe et figée, hein. Mais ce terme correspond d'une manière générale et de façon historique à l'idée selon laquelle il existerait des races humaines biologiques et des hiérarchies entre ces races humaines. Alors ces races seraient définies par des caractères physiques, moraux et intellectuels qui seraient communs et qui se transmettraient de manière héréditaire et des caractères qui seraient immuables également. Alors au-delà de ce racisme biologique, perçu également comme primaire, il y a aussi un racisme que l'on qualifie de culturel qui existe, c'est-à-dire que l'on ne se base pas spécifiquement sur des stéréotypes physiques, mais sur des préjugés culturels ou religieux, donc différents types de racisme. Mais ce qui peut-être, dans les grandes caractéristiques du racisme, peut-être être développé ici, c'est l'idée d'essentialisation, c'est-à-dire le fait d'essentialiser des êtres humains, de les ramener à des caractéristiques physiques précises, morales, intellectuelles ou culturelles. Voilà, donc l'essentialisation. On les met dans des boîtes, quoi, c'est ça? Exactement. Voilà, de ramener l'individu, l'autre, dans ce type de caractéristiques. Donc le racisme biologique et culturel nourrissent, ces deux formes de racisme nourrissent aussi un racisme ordinaire. Peut-être qu'on y reviendra ensuite dans la discussion, et un racisme systémique, mais là aussi ce sont d'autres formes de racisme. Simplement, pour terminer sur ce point, si la race aujourd'hui n'est plus reconnue en tant que telle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus l'idée selon laquelle il existerait des races humaines biologiques, mais les effets structurants du racisme, eux, restent toujours très présents dans la société. Donc il n'y a pas besoin de croire en l'existence de races humaines biologiques pour être raciste en quelque sorte, hein. C'est-à-dire que le racisme reste présent aujourd'hui dans différents domaines de la société. Mais on peut dater en tout cas les débuts du racisme à l'invention du terme de race humaine, hein, d'un point de vue biologique. D'accord. Et donc oui, justement, toi qui es historienne, tu peux faire remonter les débuts du racisme à une certaine période de l'histoire? Alors là, il y a différentes... tous les historiens et les historiennes ne sont pas forcément d'accord, hein, sur le sujet. Alors, il n'y a pas de date précise, bien sûr, pour l'invention de la naissance, en quelque sorte, du racisme. La xénophobie, par exemple, date on peut remonter à l'Antiquité, dans les sources antiques, pour percevoir de la xénophobie, c'est-à-dire... Alors, la xénophobie vient de l'étymologie grecque xénos, étranger, phobie, phobos, peur, hein, donc la peur de l'étranger serait propre à tout être humain, c'est-à-dire que l'on s'identifierait par rapport aux autres
par ce rejet de l'étranger en quelque sorte, donc la xénophobie, on l'aperçoit dans les textes d'Aristote par exemple, hein, mais le racisme en tant que tel peut être daté, il me semble, de cette invention, de cette division de l'humanité en races humaines. Donc dès la fin du XVIIe siècle, on retrouve la première occurrence du terme race en 1684 et les premières grandes classifications de l'humanité chez Carl von Linné, un naturaliste du XVIIIe siècle, en 1735 par exemple. Alors cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de manifestation de racisme avant, mais le racisme en tant que théorie, que doctrine apparaît véritablement donc dans les thèses de ces scientifiques de la fin du XVIIe siècle et du milieu du XVIIIe siècle, et il se développe au cours du XIXe et du XXe siècle. Et alors, donc tu l'as dit, au XVIIIe siècle, la notion de race c'est surtout une notion scientifique. Et puis, parce que, comme tu l'as dit, les scientifiques, ils essaient de tout classer, ils veulent ranger la nature dans des boîtes, en gros, et l'humain n'y échappe pas. Et ensuite, cette notion de race, elle s'exporte en quelque sorte du monde scientifique au monde politique, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et alors, cette question est très intéressante parce qu'en fait, là aussi, il me semble que, tout comme le racisme est très difficile à dater, hein, les liens entre racisme et politique sont eux aussi très difficiles à dater. Il me semble que lorsque l'on divise l'humanité en races biologiques, avec Linné qui va classer l'ensemble du monde vivant, hein, donc l'humain n'y échappe pas, comme tu viens de le dire, mais en fait, race et politique sont déjà intrinsèquement liés dès le XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'il y a le monde européen du moins, hein, qui s'est exporté en Amérique et qui a exploité ensuite les Africains par le biais de la traite. Le terme de race et l'humanité divisée en races, cette réalisation en tout cas apparaît dans un monde qui est hiérarchisé par l'esclavage. Donc, c'est-à-dire que race et politique sont déjà liés dans le sens où, et même donc, la dimension politique et économique de la race sont liées à la dimension biologique. C'est-à-dire que Carl von Linné divise et hiérarchise l'humanité dans un monde hiérarchisé par l'esclavage. Donc les théories raciales contribuent à justifier, après les thèses religieuses notamment, hein, la réalité de l'esclavage. En revanche, il y a une véritable et là bien plus explicite utilisation de la race par le monde politique au cours du XIXe siècle. Lorsque l'on abolit l'esclavage en 1848, en France notamment, il faut justifier la colonisation. Et on ne peut plus justifier le travail forcé ou la colonisation dans les mêmes termes que ce qui était fait auparavant à l'époque moderne. Donc la science et la notion de race notamment vont contribuer à légitimer la politique de colonisation et de mise sous tutelle de populations que l'on jugeait inférieures. Donc je vous donne un exemple précis. Hein, en 1885, Jules Ferry, qui est président du Conseil, donc l'équivalent de notre Premier ministre actuel, prononce une phrase célèbre dans laquelle il explique que les races supérieures ont un droit et un devoir vis-à-vis des races inférieures, et notamment, hein, donc ce droit et ce devoir, c'est de les civiliser. Et là, il utilise clairement la théorie raciale pour justifier la mission civilisatrice et donc la politique coloniale. Et c'est là qu'on a peut-être le point de bascule, hein, en tout cas très, très visible, dans cette utilisation politique de la notion de race. D'accord. Alors, très bien, merci pour cette introduction historique. Bernard, donc si la notion de race était très présente dans la science du 19e et même jusqu'au début du 20e siècle, aujourd'hui, elle n'est plus utilisée en science. C'est un concept qui a été rejeté. Oui, c'est un concept qui a été rejeté dès après la Seconde Guerre mondiale, puisque en fait, si on reprend le terme de race, il s'applique très bien aux animaux domestiques, comme par exemple, si on prend l'exemple des chiens, hein, qui est souvent pris comme exemple, on se rend compte bien sûr que la race chez les animaux domestiques a une définition bien précise, qui est justement le fait de transmettre de façon héréditaire des caractéristiques physiques. On peut s'imaginer très bien, quand on prend des chihuahuas, si on les croise entre eux, on va pouvoir transmettre ces caractères héréditaires. Donc la race chihuahua est bien définie. À l'inverse, à l'autre extrême, la race des dogs chez les chiens aussi va être
très bien définie. Donc, le terme de race, autant il s'applique très bien autant aux animaux domestiques, autant pour les humains, c'est là que ça pose problème. Parce que qu'est-ce qu'on va prendre, comme l'a expliqué Delphine, qu'est-ce qu'on va prendre comme caractéristique physique pour définir une race, comme caractère héréditaire qui serait transmis. Et si on fait le parallèle, c'est là que ça coince, c'est qu'on ne peut pas trouver facilement, simplement, des caractéristiques physiques qui pourraient définir les races. Alors bien sûr, il y a la couleur de la peau, mais même là, c'est pas possible de classifier. La couleur de la peau, elle n'est pas uniforme, il n'y a pas blanc ou noir, il y a tous les intermédiaires. Donc, et en fait, ça, ce qu'il y a derrière, bien sûr, c'est le fait que les populations humaines se sont mélangées. Donc, devant ce constat, cette impossibilité finalement de vraiment classer l'espèce humaine en race, ça c'est dès la deuxième moitié du XXe siècle, les scientifiques ont admis qu'on ne pouvait pas classer l'espèce humaine en race. Donc tout ça, ça a été confirmé bien sûr par les analyses génomiques maintenant, ouais. On va en parler un peu plus bien sûr au cours de l'interview, mais ça s'est plus que confirmé. C'est un postulat maintenant qui est admis par tout le monde. On ne peut pas classer les humains en race comme on classe les animaux domestiques, pour simplifier. Et donc tu parlais justement de ces analyses génomiques. Aujourd'hui, on peut essayer de trouver les ressemblances ou les différences entre humains par du séquençage génomique. Est-ce que tu peux nous rappeler brièvement comment ça se passe, comment est-ce qu'on fait pour séquencer un génome? Alors, il faut juste rappeler que quand on parle d'hérédité et de caractère héréditaire, c'est parce qu'on parle de nos chromosomes qui sont donc constitués d'une cette fameuse molécule d'ADN qui est le support de l'hérédité, qui est transmise par la fécondation depuis un héritage en quelque sorte des parents. C'est donc une molécule qui est constituée de deux brins qui s'enroulent l'un sur l'autre, hein, c'est bien connu. Et cette structure, elle est constituée en fait de quatre briques quatre briques différentes qu'on appelle ATGC, hein, pour simplifier. Quatre molécules différentes qui s'associent les unes aux autres pour former un brin, mais elles s'associent aussi l'une avec l'autre, l'une en face de l'autre, hein, le brin complémentaire. On va avoir des associations spécifiques de ces quatre molécules. Et en fait, c'est ça qui constitue l'information génétique, et c'est cette sorte d'alphabet à quatre lettres, finalement, qui va permettre d'instruire toute la biologie de la cellule et finalement des organismes. Donc, quand on arrive cet enchaînement-là de quatre molécules différentes, dans un ordre bien spécifique, c'est ça qu'on va appeler le génome. Donc, quand on arrive à vraiment préciser l'ordre de ces quatre molécules tout au long de notre génome, eh bien, c'est là qu'on va parler de séquençage. Et alors, quand on fait ça, quand on fait du séquençage génomique sur des populations, qu'est-ce qu'on trouve? Si par exemple je prends deux humains d'une même population, est-ce que je suis capable de déterminer un pourcentage de ressemblance ou de différence entre eux? Alors, avant de parler des humains, on va peut-être prendre une situation simple qui est justement les animaux domestiques, les chiens, dont le génome est un petit peu plus petit, mais peu importe, 2,8 milliards de paires de bases. Quand on va prendre deux chiens, n'importe lesquels, d'ailleurs c'est un petit peu la même chose pour les humains, on va trouver 99,9% de séquences identiques, ce qui fait qu'un chien est un chien et pas autre chose, pas un arbre. Donc on a une grosse homologie de séquences, quels que soient les êtres finalement quand ils sont de la même espèce. Donc ce qui fait qu'un chien va être différent de notre chien, ça va être les 0,1% de séquences différentes entre les deux génomes de chiens. Maintenant, si
si on compare des génomes de chihuahua ou bien des génomes de dog, là, du coup, les différences vont se réduire puisqu'on va se retrouver dans des races pures, hein, si on prend des chiens de race pure. Et donc, on a calculé que finalement, la variabilité entre les races de chiens, elle est de 27%. C'est-à-dire qu'on a 27% des séquences qui sont spécifiques à une race et différentes chez une autre. Donc, 27%, ça fait un quart du génome, ça fait en gros plus de 700 000 séquences qui sont différentes quand on compare le génome d'un chihuahua au génome d'un dog. Oui. D'accord ? Donc ça, c'est le cas où on a des races bien définies, où on peut parler de race. Maintenant, quand on regarde des génomes humains, c'est là où on s'aperçoit que finalement, c'est pas du tout la même chose. Donc, on a toujours ce même pourcentage très élevé entre deux génomes humains, 99,9% de séquences identiques. Et donc, ce qui fait les différences entre deux individus, entre toi et moi par exemple, ça va être le 0,1%. Donc, on est dans les 0,1%, ça fait 3,2 millions de séquences différentes entre deux êtres humains. Voilà, ça c'est quand on prend deux humains au hasard. Maintenant, si on essaye de grouper les génomes par origine géographique, par population géographique d'origine, avec des ancêtres communs, eh bien là, on se rend compte que autant on avait 27% de différence chez les chiens, autant chez les hommes, la variabilité, elle diminue très fortement. On tombe à 5% de séquences différentes quand on classe les génomes humains par population. Oui, tu vois. Donc, ça veut dire qu'on va tomber à 160 000 séquences différentes quand on va grouper les populations humaines. Sauf que la grosse différence aussi, ça c'est une première différence, donc il y a beaucoup moins de séquences différentes, mais aussi on va trouver non seulement les mêmes séquences dans une population donnée, mais on va trouver d'autres séquences, signatures, qui sont des signatures d'autres origines géographiques. C'est-à-dire que si on prend une population d'origine africaine, bon, on va trouver 160 000 séquences communes aux Africains, on va dire, pour simplifier, mais on va trouver en plus de ça des séquences d'origine asiatique, des séquences d'origine européenne, etc. Donc on n'a jamais pu montrer qu'il y avait des populations humaines qui avaient une génétique de population isolée au niveau génétique. Donc les données de la génétique confirment en quelque sorte les données qu'on avait avant de l'anatomie, de la physiologie, etc. Elles confirment, elles amplifient. C'est une preuve irréfutable qu'on a eu des mélanges. Si on a des signatures géographiques d'origine géographique différentes, c'est qu'il y a eu des mélanges et que donc on ne peut plus en ce sens parler de race au sens biologique du terme. Donc on a parlé des analyses génomiques sur les chiens, sur l'espèce humaine. Est-ce qu'on est capable aussi de comparer les génomes d'Homo sapiens avec d'autres espèces humaines, par exemple le Néandertal? Ça se fait, ça? Oui, bien sûr, d'autant plus que depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, on a fait d'énormes progrès sur l'isolement de l'ADN à partir de fossiles. Donc ça a été une petite révolution, je pense, dans le domaine. On a réussi à isoler des séquences d'ADN de fossiles qui dataient de plusieurs milliers d'années. Et donc ça nous a apporté des informations formidables sur justement ces comparaisons de séquences. Donc, quand on va comparer des génomes d'êtres humains, eh bien, on a dit, on trouvait entre deux hommes modernes 99,9, eh bien, ce pourcentage va diminuer petit à petit si on compare un humain moderne avec un homme de Néandertal, ou bien, puisque là, on va tomber à 99,5 au lieu de 99,9, et même, on peut aussi comparer avec les autres espèces actuelles d'animaux, comme les chimpanzés, où là on tombe à 99,0. Ouais, donc il y a 1% de séquences différentes entre le génome du chimpanzé et celui de l'homme.
etc. On va diminuer le pourcentage d'homologie au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'espèce humaine. Et alors, si on est capable de séquencer des fossiles, j'imagine qu'on doit être capable de retracer les migrations, par exemple, voir comment l'humain est sorti d'Afrique. Oui, alors l'anthropologie, ce n'est pas une science qui date de la génomique, hein. C'est une science beaucoup plus ancienne. Par l'étude des fossiles. Hein. C'est d'abord ça qui a permis de retracer les migrations humaines. C'est justement la complémentarité qu'amène la génomique qui a permis de préciser certaines choses, parce qu'en fait on peut aussi dater l'évolution d'un génome. Oui, tu vois, entre un chimpanzé et un homme, il y a tellement de différences qu'on sait que ça va correspondre. Voilà. Donc on peut faire un parallèle entre deux génomes et comme ça avoir tiré beaucoup d'informations. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que l'homme de Néandertal, en fait, nous a transmis des gènes directement. Il y a des gènes qui sont conservés entièrement depuis le génome de l'homme de Néandertal jusqu'à l'homme moderne. Donc parce qu'en fait, oui, l'anthropologie nous apprend que l'homme est sorti d'Afrique, enfin sa dernière sortie il y a 70 000 à 100 000 ans à peu près, et colonise tous les continents, et notamment en Europe. Quand il arrive en Europe, il y a déjà des habitants, c'est ça? Exactement, et jusqu'à la génomique, justement, on pensait que l'homme de Néandertal ne s'était pas mélangé en quelque sorte avec l'Homo sapiens. Eh bien, on s'est rendu compte que pas du tout. Donc, en effet, quand Homo sapiens arrive en Europe, il va côtoyer l'homme de Néandertal qui va s'éteindre petit à petit assez rapidement. Mais malgré tout, il y a eu quand même un mélange, puisqu'on va retrouver des génomes entiers, des gènes entiers, des petits morceaux de chromosomes entiers qu'on a gardés dans notre génome d'homme moderne. L'homme, on le disait tout à l'heure, s'est beaucoup mélangé en interne, il y a eu beaucoup de métissage, mais il s'est aussi mélangé avec d'autres espèces, dont Néandertal. Voilà. Voilà, alors jusqu'où là on en arrive à la notion difficile d'espèce, justement, puisque la notion d'espèce, c'est l'interfécondité entre les individus. Donc ça nous dit aussi que l'homme de Néandertal, finalement, à cette époque-là, était capable de croiser avec Homo sapiens et donc était fertile. Est-ce qu'on peut parler de deux espèces? C'est difficile à dire à ce niveau-là. On est à la limite de la biologie, hein, des définitions des notions d'espèces. Peut-être même dire que l'homme de Néandertal, c'est une race, ça serait une race biologique de l'espèce humaine. Bon, je crois que de toute façon, on n'en est plus à se poser ce genre de questions aujourd'hui, puisque l'homme de Néandertal a disparu. Mais il y a eu d'autres hommes anciens, hein, comme Denisova aussi, avec des régions géographiques différentes. Et là aussi, on retrouve un mélange avec Homo sapiens au niveau de la génétique. Aujourd'hui, tout le monde peut séquencer son propre génome. Il y a différentes entreprises qui proposent de faire ça sur Internet. On leur envoie un échantillon de salive et elles nous envoient des résultats quelques semaines plus tard. Moi, si je fais ça aujourd'hui, qu'est-ce que je vais apprendre sur mes ancêtres, par exemple? Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des gènes de Néandertal, et qu'est-ce que je vais apprendre de plus sur mes ancêtres? Oui, les gènes de Néandertal, ça représente qu'un %, que quelques pourcents, en tout cas, ça dépend des situations. Donc c'est surtout que ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est qu'on avait finalement à peu près 160 000 séquences pour lesquelles on pouvait établir des sortes de signatures géographiques. Donc, et tout le reste, la grosse majorité des séquences différentes, hein, on ne parle pas des 99,9% qui sont communs à deux individus, ouais. Mais dans les séquences différentes, la grosse majorité, finalement, on ne peut pas les attribuer à une origine géographique quelconque. Et donc, parmi les 160 000 qui restent, on va pouvoir certainement trouver on va pouvoir établir des proportions. Donc sur ces 160 000, eh ben, on va en avoir 140 000 qui vont être d'origine européenne, et puis X% d'autres origines.
Voilà, c'est ça que va pouvoir... quand on fait le séquençage de son ADN, c'est là qu'on va pouvoir établir, on va nous sortir un pourcentage d'origine de ces fameuses séquences spécifiques qui sont des signatures d'origine, de populations d'origine géographique particulière. Voilà, donc on va pouvoir trouver X pourcentage de telle origine. Et ça, c'est très variable selon les individus, on ne peut pas savoir... Bien sûr, c'est extrêmement variable et la proportion de chacune de ces séquences, il y aura bien sûr une dominante, forcément. Quelqu'un d'origine africaine va avoir une grosse proportion de ces séquences qui seront d'origine africaine, de signatures d'origine africaine, mais on n'a jamais trouvé de population qui soit pure, entre guillemets. En termes de génétique. Il y a quelque chose que vous mentionnez dans l'exposition que vous avez montée, que je trouve intéressant, c'est que c'est pas certain que si on compare deux Européens entre eux, par exemple nous deux, on va trouver plus de ressemblances que si on compare un Européen et un Asiatique, c'est ça? Exactement. En fait, ça s'est très bien vu dès 2003, hein, quand on a réussi le séquençage du génome humain à établir, c'était des années de recherche, mais l'accumulation de toutes ces données ont fait qu'on en est arrivé à cette période-là. En 2003, on a établi les premiers séquençages de génome humain et tout de suite, parmi les 3 premiers génomes humains qui étaient séquencés, il y avait, c'était d'ailleurs 3 chercheurs de différents laboratoires, il y avait 2 Nord-Américains, et puis un Coréen. Eh bien, quand on a comparé ces fameuses séquences spécifiques qui sont spécifiques de chaque individu, quand on les a comparées entre elles, avec ces 3 génomes, eh bien, on s'est rendu compte qu'un des 2 Américains était plus proche, avait plus de séquences communes avec le Coréen qu'avec l'autre Américain. Donc c'était la démonstration parlante de ce qu'on vient de dire. Okay. Et il me semble qu'il y a un exemple assez récent d'un suprémaciste américain blanc qui apprenait, je crois, en direct à la télévision qu'il avait des origines africaines et voilà, on voit ça. Ah, oui, oui. On pourra peut-être mettre l'extrait vidéo dans l'interview. On en a de plus en plus d'exemples comme ça, où d'ailleurs on trouve d'autres vidéos pour d'autres personnes, en effet, qui découvrent leurs origines et qui sont surpris. Mais ça, l'exemple du suprémaciste est vraiment un exemple d'école, quoi, puisque on parle de quelqu'un qui prône que la race blanche est... et quand il regarde ses origines, il a 16% de séquences africaines dans son génome. Il croit en l'existence de race pure et d'une race blanche qui serait pure, et donc il ne pense pas du tout qu'il a d'autres origines. C'est un choc. Très bien. Pour les aspects biologiques, c'est pas mal. On va bientôt repasser aux aspects sociaux. Je voulais quand même une dernière question sur la biologie, et notamment sur la couleur de peau, parce que c'est une des caractéristiques qui est souvent centrale dans ces questions de racisme. Qu'est-ce que la génétique nous dit de cette couleur de peau? Est-ce que c'est une caractéristique vraiment très profonde, qui nous définit profondément? Et, par exemple, est-ce qu'il y a beaucoup de gènes qui sont impliqués? Oui, en effet, c'est une question qui est maintenant assez bien résolue. On a de nombreux gènes, plusieurs dizaines de gènes qui sont capables de contrôler la couleur de la peau. C'est d'ailleurs certainement la raison pour laquelle on a autant de variations dans la couleur de peau d'Homo sapiens. Et la couleur de la peau, quand on regarde de manière biologique, c'est juste une adaptation finalement à son milieu. C'est-à-dire que sous les tropiques, on a beaucoup d'ultraviolets. On va avoir une peau sombre parce que c'est la peau la mieux adaptée à ce rayonnement ultraviolet. À l'inverse, en Europe, sous des latitudes de la sorte, on va avoir une peau claire parce que là, on a besoin justement quand même des effets bénéfiques des ultraviolets. Qui sont c'est une question de dose. Donc c'est une adaptation au milieu
la couleur de la peau. Et donc ces fameuses populations, si elles sont restées sous les tropiques et qu'elles finalement ça s'est sélectionné, c'est une sélection naturelle finalement de la génétique, de la couleur de la peau. Et aujourd'hui, on a la tendance à croire que Européen égale peau blanche, mais si j'ai bien compris, ça n'a pas toujours été le cas. Oui, ça c'est aussi des apports de la génétique et de la génomique plutôt. On s'est rendu compte, et aussi de la paléoarchéologie, hein, puisque pendant longtemps il y avait à Londres un crâne de fossiles d'Homo sapiens qui datait de je ne sais plus exactement combien de milliers d'années, plus de 20 000 ans. Et voilà, il était présenté, exposé dans un musée de Londres, et c'était un crâne fossile qui était présenté comme l'origine des populations en Angleterre. Donc finalement, évidemment, les gens pensaient qu'il avait la peau blanche. Quand on a pu extraire l'ADN et faire son génome, on s'est rendu compte que pas du tout. Cet individu avait la peau sombre, et les yeux bleus d'ailleurs. Donc ça cassait évidemment tous ces préjugés, ces dogmes sur. Donc on n'a pas assez de. C'est très difficile de travailler ce genre de parce qu'on n'a pas beaucoup de fossiles où on puisse extraire l'ADN. Donc on ne peut pas avoir une idée précise pourquoi il avait la peau sombre, etc. Mais en tout cas, le plus vieux fossile en Angleterre, finalement, c'est quelqu'un qui avait la peau sombre. Eh bien, on va repasser aux aspects un petit peu sociaux avec toi, Delphine. Alors le racisme aujourd'hui a évidemment pas disparu, hein, sinon vous n'auriez pas fait cette exposition et je ne serais pas là pour vous interviewer. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est toujours le même qu'au XIXe siècle? Est-ce qu'il y a eu des changements et si oui, lesquels? Ce qui évolue peut-être, c'est que les stéréotypes raciaux aujourd'hui ne s'appuient plus spécifiquement sur des caractères que l'on considère comme biologiques, innés ou immuables. Le racisme aujourd'hui, alors là aussi je vais essayer d'être assez synthétique, il y a des survivances avec le 19e siècle. Je vais vous donner un exemple d'un racisme, de ce que l'on peut appeler le racisme ordinaire, qui prend la forme parfois de blagues, d'un ton qui peut être un peu ironique, d'un inconscient même, c'est-à-dire qu'il y a aussi un racisme qui perdure de manière très inconsciente, avec des expressions qui ressurgissent, comme l'expression avoir le rythme dans la peau. Et en fait, cette expression, elle associe à la fois racisme culturel et biologique, parce que le rythme dans la peau sous-entend l'idée que l'on aurait de manière innée des facultés, hein, des propensions, à savoir danser. Et en fait, il y a vraiment ce lien entre racisme biologique du 19e siècle et culturel qui se développe par la suite, puisque voilà, c'est une essentialisation de l'individu à la fois par le biologique et la culture. Voilà. Dans la peau, signifierait que ce serait donc inné, hein, et propre au corps des individus. Donc le racisme aujourd'hui ne prend pas toujours la forme de déclarations ouvertes, hein, ouvertement hostiles. Je parlais d'un racisme ordinaire, on le perçoit aussi dans un paternalisme colonial. Alors moi j'ai surtout travaillé sur la colonisation, donc je parle peut-être un peu plus de ce point de vue-là, mais il y a beaucoup d'autres exemples. Mais aujourd'hui, il y a des hommes politiques qui, dans des discours, alors restés très célèbres, que je ne citerai pas forcément, d'un ancien président de la République, des discours qui infantilisent encore les populations africaines, qui les ramènent à la nature, et des discours qui sont faits de conseils, de recommandations. Donc il y a aussi dans des formes, des stéréotypes qui peuvent perdurer aujourd'hui, dans une forme très implicite, peut-être dans des discours, hein, qui semblent plutôt bienveillants ou d'une bonne conscience européenne, par exemple. Donc le racisme aujourd'hui peut perdurer de manière latente, inconsciente, ressurgir sous la forme d'un racisme biologique, culturel, mais aussi d'un racisme que l'on dit... Alors, je ne vais pas évoquer là toutes les formes de racisme qui existent, mais il y a une autre forme de racisme aujourd'hui dont on parle, c'est le racisme systémique ou structurel, là qui est plutôt présente dans nos sociétés et dans la façon dont on peut percevoir les discriminations dans différents domaines, c'est-à-dire qu'il y aurait encore des actes et des violences racistes dans différents domaines, des discriminations dans le domaine du logement par exemple, de l'accès à l'emploi, dans la vie quotidienne, pour entrer en discothèque par exemple, que ce soit dans le domaine de la justice aussi, de l'éducation, enfin dans différents domaines, hein, ces discriminations peuvent perdurer.
et renvoie donc à un racisme qui serait en quelque sorte structurel, hein, ou systémique, voilà, qui se maintiendrait dans notre société. Il y a beaucoup de personnes qui ne se considèrent pas du tout comme racistes, mais qui ont des préjugés, et qui d'ailleurs, ce sont parfois des préjugés qui se présentent comme étant valorisants ou laudatifs, quoi. Mais en fait, j'utilise beaucoup ce terme, mais lorsque l'on renvoie quelqu'un à un stéréotype, à une image, à une représentation particulière, c'est qu'on l'essentialise et donc qu'on le ramène à un groupe, qu'il soit racial ou qu'il soit culturel. Il y a une forme de renvoi d'un individu à un groupe, à une catégorie. Par exemple, lorsque l'on va dire, il y a des préjugés aujourd'hui qui perdurent autour des juifs ou des juives, c'est-à-dire qu'ils auraient le sens aigu des affaires, et il y a des personnes qui utilisent ce préjugé en disant mais non, mais c'est plutôt positif ce que je dis. Mais en fait, cela reste du racisme parce qu'il y a une essentialisation, il y a le fait de renvoyer cet individu à cette caractéristique. Est-ce qu'on a des moyens de mesurer le racisme ? Alors, il n'y a pas de statistiques ethniques en France, mais il y a différents moyens de mesurer le racisme. Alors, il y a des organismes, des associations, des instances qui ont été créées pour évaluer, pour quantifier les discriminations, les actes, les délits, les crimes racistes. Il y a différentes façons de les évaluer. Il y a notamment ce que l'on appelle le testing, le fait de tester en situation réelle la discrimination. Alors, en fait, on va, par exemple, je parlais tout à l'heure d'une entrée en discothèque, habiller deux personnes de la même manière, les coiffer de la même manière, enfin, qu'il n'y ait aucune différence, en quelque sorte, du point de vue de l'apparence des vêtements, ou que la tenue ne puisse être un critère discriminatoire. Et l'on va ensuite rechercher, justement, quelle est la discrimination, sur quels critères est-ce que l'on discrimine la personne, sur un échantillon assez important de personnes, pour percevoir s'il y a eu discrimination à ce moment-là sur tel ou tel critère. Le testing est utilisé aussi pour l'accès au logement, pour la discrimination à l'emploi, ouais. Voilà, dans le domaine de l'emploi également. Avec des CV, c'est ça, on peut faire ça avec oui, en envoyant des CV, en changeant juste le nom, par exemple, exactement. la photo. Donc ça peut être un moyen, en tout cas, de tester, enfin de quantifier, mais on ne peut pas le généraliser non plus. Donc il y a aussi des enquêtes qui sont menées, des sondages qui sont réalisés pour percevoir, pour évaluer les discriminations, mais ces sondages sont plutôt liés au vécu et au ressenti des personnes. Donc il y a effectivement différents moyens d'évaluer le racisme ou les actes racistes. Selon vous, pourquoi le racisme persiste toujours aujourd'hui, alors que on vient de le voir, ça fait 70 ans que les scientifiques disent que la notion de race n'a plus de sens, et qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement en plus pour essayer d'enrayer ce fléau ? À la première question, pourquoi le racisme persiste aujourd'hui? Parce que voilà, c'est assez difficile à expliquer, il me semble, mais alors, selon moi et les lectures que j'ai pu faire, notamment sur les mécanismes psychologiques du racisme, je ne suis pas spécialiste de la question, mais il y aurait une forme enfin, les stéréotypes et les préjugés appartiendraient à chaque être humain, c'est-à-dire que l'on s'identifierait à un groupe en excluant un autre. Alors ça, ce serait dans l'être humain en quelque sorte, et en fait, ces mécanismes seraient ravivés en période de crise. Ça, le Candémil l'explique bien, notamment, hein, la conjonction de différentes crises économiques, politiques, sociales peut amener au racisme, puis ensuite, aux cas les plus graves, au génocide par exemple. Donc il y aurait effectivement des mécanismes psychologiques humains qui se développeraient en situation de crise et qui amèneraient à rechercher des boucs émissaires et à rejeter des individus et à s'identifier à ce moment-là à un groupe précis et à recréer des hiérarchies. Donc ça, c'est peut-être plus en situation de crise, mais il y a des individus qui peut-être, sans qu'il y ait une crise politique et économique, hein, mais qui se sentent eux-mêmes peut-être lésés par rapport à d'autres individus et qui vont s'identifier à un groupe et rejeter l'autre groupe. Donc il y a ce point-là, dans les mécanismes, voilà, dans la psychologie du racisme, mais là il faudrait approfondir encore. Et selon moi, peut-être d'un point de vue plus historique, là, si le racisme continue aussi à perdurer,
au-delà de la psychologie, hein, c'est qu'il y a beaucoup de stéréotypes qui n'ont pas été déconstruits, il me semble, et qu'il faudrait prendre un à un peut-être, hein, pour déconstruire, par le biais par exemple d'une sensibilisation, d'un enseignement, d'une formation, pour connaître, alors je parlais du rythme dans la peau tout à l'heure, des associations, des amalgames qui existent, qui sont là de manière permanente, hein. Peut-être étudier chacun de ces amalgames, chacune de ces associations, chacun de ces stéréotypes, expliquer leur origine et tenter de montrer aussi, hein, pourquoi en fait ces stéréotypes ont été créés. Ils correspondent à une époque particulière. Le rythme dans la peau, par exemple, ou l'infantilisation des populations africaines vient notamment du fait qu'il fallait prouver qu'ils étaient plus proches de la nature, qu'ils étaient plus prédisposés aux émotions, qu'ils étaient proches de l'enfant, et donc qu'on pouvait plus habilement, hein, les exploiter, les mettre sous tutelle. Selon moi, reprendre donc un à un les stéréotypes, les étudier et déconstruire, hein, par le biais des musées, par exemple. Je parlais du Camp des Milles, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage mène aussi ce type de formation, le ministère de l'Éducation nationale, hein, mène aussi des formations auprès des enseignants et des élèves, par des expositions comme celle-ci, il me semble, sur le racisme et la génétique, donc par l'éclairage sur les discriminations qui perdurent, par une lutte contre le racisme ordinaire aussi, une lutte sur les réseaux sociaux. Il y a différents moyens de lutter, mais il me semble que chaque blague, par exemple, raciste n'est pas anodine. Chaque trait d'humour utilisant des stéréotypes raciaux n'est pas chaque trait d'humour n'est pas anodin, selon moi. Donc lutter peut-être quotidiennement, à grande échelle, mais aussi à petite échelle, hein, contre chacun de ces stéréotypes raciaux qui existent encore et qui perdurent encore aujourd'hui. D'accord. Oui, tu as très bien répondu, j'aurais une réponse peut-être plus personnelle. Il me semble que l'éducation nationale, tu en as parlé, l'enseignement, tout ça, c'est comme ça qu'on peut lutter, il me semble, contre finalement ce ressort. Qu'est-ce que c'est que le racisme? Pour moi, c'est un ressort psychologique à base de préjugés, on en a parlé aujourd'hui. Pour lutter contre ça, un enseignement, il me semble qu'un enseignement je sais pas, scolaire, quel qu'il soit, ou peut-être à plusieurs niveaux d'ailleurs, primaire, secondaire, serait quand même, je pense que ça permettrait de lutter justement pour déconstruire qu'ils soient inclus dans les programmes scolaires, ça me semble une bonne idée. Alors c'est inclus maintenant, hein. Donc peut-être que sur les générations futures, on verra le résultat. Et peut-être montrer aussi tout ce que ces stéréotypes raciaux ont eu comme conséquence. C'est-à-dire que si l'on associe le stéréotype racial utilisé à certaines époques et que l'on montre l'esclavage, les conséquences de l'esclavage, de la colonisation, le génocide des Juifs, mais aussi des Tziganes, si l'on montre bien, voilà, ces associations qui ont été meurtrières, en fait, on permettra peut-être là aussi, hein, de sensibiliser. Très bien. Est-ce que vous voulez ajouter un mot de la fin? Dernier mot, dernière idée à faire passer? Merci à toi. Oui, merci. Merci à vous d'avoir répondu aux questions. Et donc, oui, je rappelle que vous pourrez regarder sur ma chaîne YouTube Homo Fabulus une vidéo plus courte qui reprendra des extraits de notre entretien aujourd'hui. Merci.